Voilà, donc l'enregistrement commence. Alors, merci à tous d'être là ce matin. Merci particulièrement à Jean-Pierre Bernadet qui est là également avec nous ce matin. Donc, cette causerie ce matin va s'organiser, aura lieu donc de 9h à 9h30, à 10h30, pardon. L'idée, c'est dans un premier temps de pouvoir vous présenter l'agence Lucie, nos solutions. On aura ensuite le plaisir d'avoir Jean-Pierre Bernadet pour nous présenter son organisation et puis faire un témoignage sur sa démarche RSE et la mise en place du label. Et ensuite, donc, on pourra prendre vos questions pour y répondre de vive voix. N'hésitez pas, pendant tout ce webinaire, vous avez un onglet conversation, converser, questions et réponses. Donc, n'hésitez pas à poser l'ensemble des questions et réponses des questions que vous avez. Héloïse, qui est là aussi ce matin et qui travaille avec moi à l'agence Lucie, merci Héloïse d'être là, pourra répondre à vos questions soit par écrit pendant la présentation, soit on les reprendra à la fin pour y répondre de vive voix ensemble. Vous n'avez malheureusement pas de micro étant donné le nombre de participants qu'il y a ce matin, mais n'hésitez pas à donc poser vos questions par écrit. Et on commence tout de suite. Donc, comme je vous disais, dans un premier temps, l'agence Lucie et dans un second temps, le témoignage de Jean-Pierre Bernadet. Donc, qui sommes-nous à l'agence Lucie? L'agence Lucie, on est aujourd'hui une SAS avec la particularité d'être détenue à 50% par des associations et à 50% par des entreprises. Dans les associations qui détiennent des parts du capital de l'agence, on a également une association qui s'appelle Alurso, qui est composée de membres, membres labellisés sur l'une ou l'autre des démarches de l'agence et qui sont du coup au capital. On anime aujourd'hui la première communauté d'entreprises et d'organisations au sens large engagées en Europe avec aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, plus de 700 organisations qui sont engagées sur l'une ou l'autre des démarches. Donc, je vous présenterai ces différentes démarches. L'idée, c'est d'avoir différents labels et démarches de progrès. Vous voyez une petite équipe. On est aujourd'hui une petite douzaine à l'agence Lucie pour pouvoir vous accompagner aussi bien en amont que pendant l'animation de différents ateliers avec les membres de la communauté et puis pendant tout le process de labellisation également. Donc l'agence Lucie, pour la petite histoire, on est né en 2009. Initialement créé, donc le label Lucie 26000 a été créé par Vigeo Eiris et l'association Qualité France, qui est à l'initiative des labels rouges, des labels AB, etc. L'idée était de pouvoir accompagner les organisations dans des démarches de progrès en identifiant quel est le périmètre d'action qui pouvait être mené de façon responsable en interne dans l'organisation. En 2010 est née la norme ISO 26000, sur laquelle je vais revenir plus tard, et sur laquelle s'appuie donc le label Lucie 26000 pour pouvoir aider les organisations à identifier les enjeux prioritaires pour elles et à progresser, à prendre des engagements de progrès sur ces enjeux et pouvoir progresser. Donc 700 membres dans la communauté qui sont répartis à peu près partout sur le territoire français avec quelques organisations en Belgique, en Suisse, majoritairement sur le territoire français. Dans les 700 membres dans la communauté, on a aujourd'hui plus de 400 membres qui sont engagés sur la démarche de labellisation Lucie 26000. On va parler ce matin. Et sur ces 400 membres, plus de 150 qui sont labellisés aujourd'hui, les autres étant en process de labellisation. On constate récemment une grande croissance de la communauté. Alors, x6, c'était en début d'année. Moi, par exemple, je suis arrivée à l'agence Lucie il y a un peu moins de 2 ans. Quand je suis arrivée, on était 300 membres dans la communauté et on est aujourd'hui 700. Donc, une vraie grande croissance dans cette communauté et c'est une vraie prise de conscience également sur les thématiques de la RSO. Plus de 100 secteurs d'activité dans la communauté Lucie. L'idée, c'est que la démarche de labellisation peut être adaptée à tout secteur d'activité. Donc aujourd'hui, on a dans la communauté des banques, par exemple, des organismes de formation, des associations, du public. Enfin, c'est vraiment tout secteur d'activité confondu. L'idée étant de pouvoir identifier des enjeux qui soient prioritaires pour chacun de ces secteurs d'activité. Et comme vous le voyez, une répartition, alors principalement des PMO dans notre organisation, avec 20% de TPE et 16% de grandes entreprises. Donc principalement sur des PME. On a aujourd'hui un écosystème d'à peu près 90 consultants, puisque comme vous l'avez vu, l'équipe Lucie, 12 pour accompagner 700 membres dans la communauté, c'est compliqué pour nous. Donc on a aujourd'hui un réseau de plus de 90 consultants qui sont présents partout sur le territoire et qui peuvent accompagner les organisations sur l'une ou l'autre des étapes de labellisation,
pour pouvoir aider, par exemple, à organiser des groupes de travail, à pouvoir mettre en place différentes solutions, etc. etc. Donc, tous ces membres-là sont référencés sur notre site internet, bien évidemment. Et puis rapidement, donc notre écosystème, quelques partenaires que je vous ai présentés, donc les 90 consultants Lucie, l'association Allurso dont je vous parlais qui est composée de membres donc de l'agence Lucie, pas de l'agence Lucie, de membres labellisés sur une ou l'autre des démarches de l'agence, et puis plus de 30 experts sur le comité de labellisation. Et ça, pareil, je pourrais revenir dessus, c'est les experts qui délivrent le label aujourd'hui, qui sont des experts indépendants, l'idée étant de nous être le plus objectif possible sur la remise de ce label. On a également des évaluateurs dans le process de labellisation Lucie qui sont également indépendants. Donc, on va travailler avec Bureau Veritas, RSE Val, Certup Mayotica et SGS. Vous en connaissez peut-être certains. Et ensuite, donc un écosystème de partenaires, des partenaires internationaux, avec notamment le Global Compact que vous connaissez sûrement, des experts sur différentes thématiques, avec par exemple l'Institut du numérique responsable, l'association FAS pour l'inclusion, la MAIF, etc. etc. Des institutionnels, et puis des clubs et réseaux dont certains membres font partie et bénéficient donc de réductions sur les différentes démarches de l'agence. Alors, nos solutions positives sur la partie RSE, l'idée à l'agence Lucie, c'est de se représenter la RSE comme une montagne à gravir, en se disant que chaque organisation peut la gravir à la vitesse qu'il le souhaite, peut s'engager, faire un premier pas ou alors s'engager pleinement tout de suite. C'est vraiment un choix. Et nous, on a la volonté de pouvoir accompagner les organisations sur chacune des démarches et de la vitesse à laquelle ils veulent enclencher des démarches RSE. Donc, dans un premier temps, vous allez avoir la possibilité de vous informer, de partager des informations. Donc, c'est ce qu'on fait ce matin. Vous allez ensuite avoir une possibilité de vous former. Je vous présenterai ce qu'il y a derrière se former, ce qu'on propose à l'agence Lucie, progresser par étapes et puis s'engager pleinement. Et je vais vous présenter dans un premier temps, donc s'engager pleinement, évidemment, qui est le label Lucie 26 000. Donc, comme je vous le disais, le label Lucie 26 000 le référentiel s'appuie sur l'ISO 26 000. L'idée de l'ISO 26 000, c'est 7 grandes thématiques, avec une thématique environnementale, une thématique de développement local, donc la thématique 7, et le reste des thématiques sont des thématiques sociales sur la transparence client, la transparence fournisseur, le respect des droits de l'homme, les relations et conditions de travail responsables, donc avec différentes sous-thématiques, et puis la mise en place d'une gouvernance responsable, donc l'idée d'avoir cette gouvernance au centre des 6 autres questions pour vraiment intégrer la démarche RSO dans la stratégie globale de l'organisation. L'idée derrière ces 7 thématiques, c'est donc de les diviser en ce qu'on appelle à l'agence aussi des principes d'action. Et donc, vous retrouvez ces principes d'action, des sous-thématiques. Par exemple, sur la partie environnementale, vous allez avoir la sous-thématique éco-conception, la sous-thématique consommation des ressources, minimisation des consommations des ressources, etc., etc. Donc, en fait, on a la volonté de diviser derrière ces thématiques pour vous les rendre plus claires pour le travail. Ces thématiques-là se divisent derrière en 80 types d'investissements responsables et ensuite en 400 questions, à peu près. L'idée étant de pouvoir vous aider à travailler sur ces différents sujets et à bien comprendre quel est le périmètre d'action de chacun de ces sujets. Donc, concrètement, le cycle de labellisation. Alors, vous avez dans un premier temps la formation. La formation, c'est une convention qui est indépendante, donc vous pouvez la faire sans forcément vous engager par la suite. Mais si vous voulez vous engager, vous êtes les bienvenus, évidemment. C'est une formation qui dure 2 jours, qui vous permet de comprendre, dans un premier temps, une introduction sur la RSE, le développement durable, l'ISO 26 000, évidemment, les grandes thématiques de l'ISO 26 000, et puis après, de rentrer plus en profondeur dans l'étape d'après, qui est une auto-évaluation. Donc, l'auto-évaluation va vous demander dans un premier temps d'identifier vos parties prenantes et de les hiérarchiser, de bien comprendre avec qui vous travaillez aujourd'hui et quelles sont les relations qui sont à pérenniser, etc. Et puis, dans un deuxième temps, de travailler sur les 25 principes d'action que je vous ai montrés juste avant. L'idée étant d'identifier l'importance pour votre secteur d'activité. Est-ce que c'est essentiel pour vous? Est-ce que c'est important? Ou est-ce que potentiellement ça ne vous concerne pas? Ce qui est possible aussi. Et puis, dans un deuxième temps, de pouvoir identifier votre niveau de maturité sur chacun des principes d'action qui vous concernent, évidemment. Donc, en faisant des groupes de travail sur les salariés, les collaborateurs qui sont
concernés par ces sujets-là, vous allez pouvoir creuser le sujet, vous poser les questions, et bien quelles sont les documentations politiques qu'on a pu rédiger à ce sujet. Par exemple, santé, sécurité des collaborateurs. Est-ce qu'on a une politique formelle qui est rédigée? Est-ce qu'on a un référent qui a été identifié? Ensuite, les moyens et usages. Quels sont les moyens et usages que vous développez au quotidien sur cette thématique? Et puis les résultats. Est-ce que combien de... C'est souvent des résultats chiffrés qu'on attend de votre part. Combien de collaborateurs ont été formés, par exemple, à la santé-sécurité? L'idée, c'est vraiment d'identifier tout ce que vous mettez en place aujourd'hui, de structurer votre démarche et de bien comprendre ce que vous faites aujourd'hui, de bien identifier ce qui rentre dans le champ RSE aussi, que vous ne faisiez pas forcément rentrer sous la thématique RSE, et puis d'identifier aussi les thématiques sur lesquelles il reste de la marge de manœuvre et sur lesquelles vous allez pouvoir mettre des choses en place. À la suite de cette auto-évaluation, vous allez avoir un évaluateur, les évaluateurs que je vous présentais tout à l'heure, qui vont passer. Donc, on travaille avec des évaluateurs indépendants, l'idée étant, encore une fois, comme pour le comité de labellisation, d'avoir un regard indépendant sur ce que vous mettez en place dans votre organisation. Donc, Bureau Veritas ou RSEval, à vous de choisir, bien sur site, un certain nombre de jours en fonction de la taille de votre structure, du nombre de sites, etc., pour interroger un panel représentatif des collaborateurs en interne et pouvoir, pourquoi pas interroger des parties prenantes externes aussi, qui sont importantes pour vous, et pouvoir vous émettre un rapport. Et dans ce rapport, vous allez pouvoir croiser, faire une matrice de matérialité, donc pouvoir croiser l'importance pour votre secteur d'activité avec votre niveau de maturité et identifier en feu tricolore les principes d'action sur lesquels vous allez devoir prendre des engagements. Les principes d'action qui ressortent en rouge sont des principes d'action qui sont essentiels pour votre secteur d'activité, sur lesquels il reste une marge de manœuvre. En orange, eh bien, soit moins important, soit sur lesquels vous avez déjà mis des choses en place, et puis en vert, soit beaucoup moins important, soit sur lesquels vous êtes déjà très bon. L'idée, c'est donc de pouvoir rédiger un plan d'action qui corresponde à ces couleurs en vous engageant en premier lieu sur les principes d'action qui sont rouges et qui sont donc des enjeux prioritaires pour vous. Donc, vous rédigez un plan d'action. Vous prenez des engagements de progrès donc sur les 3 années à venir et ce plan d'action passe devant un comité de labellisation dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont des experts indépendants qui maîtrisent le sujet RSE évidemment, mais aussi connaissent votre secteur d'activité et vont pouvoir s'assurer que votre plan d'action est pertinent par rapport à l'état des lieux fait par l'évaluateur. L'idée, c'est de s'assurer que vous avez bien pris en compte les enjeux qui sont les plus pertinents pour vous et que vous allez mettre des choses en place sur un échéancier qui correspond. Si c'est le cas, vous êtes labellisé pendant 3 ans. Vous avez 3 ans pour mettre tout ce plan d'action en place, avec à 18 mois un suivi de l'évaluateur et du comité de labellisation pour s'assurer que vous mettez bien tout ça en place. Voilà. Et puis à la fin de ce cycle, donc à la fin des 3 ans, qui en fait sont un peu plus de 3 ans, puisque vous allez avoir toute la partie auto-évaluation en amont qui va vous prendre à peu près 6 mois, en fonction de la taille de votre organisation et de la disponibilité des collaborateurs. Donc, à peu près 3 ans et demi en tout. Et le renouvellement du label, eh bien, évidemment, vous n'allez pas refaire la formation, puisqu'on est bon, vous maîtrisez le sujet. L'auto-évaluation va vous prendre beaucoup moins de temps, puisque vous savez exactement où vous en étiez il y a 3 ans. Vous savez ce que vous avez mis en place par rapport à vos engagements, et donc ça va juste être une mise à jour. Et ensuite, on reprend l'évaluateur qui revient sur le site, une prise d'engagement, etc. L'idée derrière ce label, c'est de se dire que c'est un label de progrès et que la RSE, on n'est jamais arrivé à bout de l'ensemble des sujets. Donc, c'est vraiment de pouvoir continuer à progresser, être dans un process de progrès continu et de pouvoir identifier les enjeux qui sont les plus pertinents, notamment avec l'évolution de la société. Donc, au bout de 3 ans, évidemment, notre société aura évolué, votre organisation aussi. Et l'idée, c'est donc de pouvoir réidentifier des enjeux qui sont prioritaires pour vous. Ensuite, donc, je vous disais, on a également des étapes pour progresser, enfin des démarches pour progresser par étapes. Je vais aller plus vite sur cette partie-là, puisque le sujet aujourd'hui, c'est le label Lucie 26000. Mais on va pouvoir vous proposer, donc, dans un premier temps, un diagnostic. Donc, l'idée, c'est de faire les premiers pas vers le label Lucie et d'avoir plus de temps. Donc, le diagnostic, dans un premier temps, vous pouvez faire un diagnostic en ligne qui est gratuit, qui n'est aucunement obligatoire, mais je vous invite à le faire. Il est sur notre site internet et il vous permet, sur une base d'auto-déclarative, d'identifier un peu où se trouve votre organisation aujourd'hui sur l'ISO 26000.
Ensuite, vous avez donc la formation, comme pour la labellisation Lucie, la formation de 2 jours. Et ensuite, vous avez la partie auto-évaluation, qui cette fois-ci dure 2 ans. Donc, vous avez 2 ans pour faire cette auto-évaluation sur la même plateforme. L'idée, c'est de pouvoir, dans ce parcours qui s'appelle donc le parcours 1, 2, 3, pouvoir vous accompagner et avoir un de nos consultants qui vous supervise sur 3 demi-journées pour vous aider à organiser des groupes, pour vous aider, pourquoi pas, à mettre des choses en place, puisqu'en 2 ans, on a aussi le temps de mettre les choses en place. C'est une démarche qui n'est pas renouvelable. Donc, l'idée, c'est qu'au bout de 2 ans, vous choisissiez si vous voulez aller vers le label Lucie, si vous voulez aller vers l'un des autres labels pour rester dans la communauté. La communauté, c'est le petit logo que vous avez en haut à droite avec écrit Lucie et un grand sourire à l'intérieur. Ou alors, et si vous voulez sortir de la communauté, c'est possible aussi. L'idée, c'est que c'est maximum 2 ans. Si au bout d'1 an, vous vous dites que l'auto-évaluation est faite et que vous voulez aller vers le label Lucie, pas de souci. L'étape d'après, c'est donc le passage de l'évaluateur sur site. Voilà. Et puis ensuite, donc quelques labels pour progresser, cette fois-ci par thématique. Donc, on a aujourd'hui le label, on porte pour le compte de la CCI France, le label Envol, qui est un label pour les organisations de moins de 50 salariés sur les démarches environnementales uniquement, sur la partie environnementale, donc le système de management environnemental. L'idée étant derrière ce label de pouvoir faire les premiers pas vers la norme 14001, que vous connaissez peut-être, et de pouvoir identifier quels sont l'ensemble des impacts que vous avez sur vos actions, en amont, pendant et en aval, les impacts écologiques, et pouvoir vous engager à les diminuer d'une année à l'autre. Ensuite, on a le label du numérique responsable, qu'on porte cette fois-ci pour le compte de l'Institut du numérique responsable. C'est donc un référentiel qui a été créé donc, par l'Institut en collaboration avec l'ADEME, WWF et le ministère de la Transition écologique. L'idée étant d'avoir exactement le même parcours de labellisation que le label Lucie 26000 et de pouvoir accompagner les organisations à progresser sur cette fois-ci un référentiel spécifique au numérique. Et enfin, le label Toumaï. Le label Toumaï donc, fonctionne sur le même référentiel que le label Lucie 26000. L'idée étant non pas d'avoir un label de progrès, mais un label de niveau. Donc de venir dans votre organisation, cette fois-ci une demi-journée, avec une auditrice Lucie et non pas un auditeur externe. Vous posez des questions sur le référentiel. Santé, sécurité des collaborateurs, avez-vous mis en place une politique? Oui, partiellement non. 1, 2, 3 points. Et vous allez avoir à la fin de la demi-journée un score sur 1000. Si vous avez plus de 300 sur 1000, vous avez le label Toumaï by Lucie. Vous rentrez dans la communauté Lucie également pendant 1 an. Aucune obligation de progresser d'une année à l'autre. Nous, on aime le voir à l'étape 3, au niveau 3 et pas à s'engager pleinement. L'idée étant que c'est un label qui vous permet d'identifier où vous vous situez aujourd'hui pour pourquoi pas l'année prochaine, vous engagez dans le label Lucie, vous engagez pleinement et aller plus loin et progresser donc, sur les différentes démarches que vous avez déjà identifiées comme pouvant être améliorées. Voilà. Donc, je vous disais, première étape, s'informer, partager, s'outiller. On propose aujourd'hui des outils donc, qui sont proposés de façon réduite ou de façon gratuite à la communauté. Donc, on a et qui peuvent être proposés à d'autres membres de façon payante, à plein tarif. Donc, la plateforme Lucifer. La plateforme Lucifer, c'est une plateforme de bonnes pratiques. C'est une base de données de bonnes pratiques. L'idée, c'est que c'est des membres de la communauté principalement, mais pas que, qui partagent des bonnes pratiques RSO sur les 25 principes d'action qu'on a vus ensemble sur l'ISO 26000. L'idée étant de pouvoir permettre aux organisations d'avoir des bonnes pratiques sur l'ensemble des thématiques, d'avoir le référentiel quand on s'engage dans une démarche, d'avoir 400 questions pour identifier où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui, et derrière d'avoir à peu près 2000 bonnes pratiques pour pouvoir mettre les actions en place par la suite. Donc ça, c'est un outil qu'on propose aux membres de la communauté et aux autres. Et puis également un outil qui s'appelle Lucie AD2R. L'idée derrière l'outil AD2R, c'est de pouvoir vous aider à calculer votre performance économique sur la partie RSE, donc de pouvoir faire des choix sur les actions que vous allez mettre en place. L'idée, c'est de calculer le retour sur investissement de chacune des actions que vous allez mettre en place. Donc de pouvoir vous dire, par exemple, quelque chose de très facile, j'achète des LED, combien ça me coûte aujourd'hui, en combien de temps je les rembourse par rapport à ma consommation d'électricité et en combien de temps je gagne de l'argent et combien. Ça, c'est assez simple, vous n'avez pas forcément besoin d'une plateforme pour le faire, mais c'est quand même bien d'avoir la plateforme. Par contre, sur des thématiques plus compliquées, par exemple les thématiques sociales,
santé-sécurité dont on parle depuis tout à l'heure, c'est plus compliqué de mettre des chiffres derrière, de se rendre compte qu'en fait, un collaborateur qui est en sécurité, qui connaît les réglementations, etc., va pouvoir rester plus longtemps dans son organisation, être plus engagé, etc. Pareil pour la qualité de vie au travail. Un collaborateur qui est bien dans son organisation va rester plus longtemps, va être plus efficace au travail, etc. Et tout ça, c'est un apport d'argent, mine de rien. Aujourd'hui, il y a des rapports qui illustrent le fait que la RSE, une organisation qui met en place une démarche RSE, est 13% plus rentable qu'une organisation qui ne le met pas. Alors évidemment, ce n'est pas immédiat. La RSE, c'est quelque chose qui se calcule sur le moyen terme ou le long terme. Voilà. Mais c'est dans tous les cas, sur la partie économique, un retour sur investissement également. Et puis pas que, évidemment, l'aspect économique. Ensuite, donc l'étape 2, ça va être se former. Donc sur l'étage se former, vous allez retrouver ici le centre de formation Lucie. Au centre de formation Lucie, donc on propose évidemment la formation ISO 26000 dont je vous parlais tout à l'heure, la formation de 2 jours, mais on vous propose également différentes formations ouvertes au grand public, pas que à la communauté Lucie. La communauté Lucie bénéficie de réductions évidemment, mais c'est ouvert à tout le monde. L'idée étant de pouvoir vous former sur différentes thématiques RSE. Pouvoir se dire, demain, j'ai envie de bien comprendre qu'est-ce que l'économie circulaire. Ça tombe bien, on a une formation sur l'économie circulaire qui est délivrée par notre partenaire, le FAPIX, et qui va pouvoir vous aider à bien comprendre ce qu'est l'économie circulaire et comment vous allez pouvoir la mettre en place dans votre organisation. Pareil pour la communication responsable, sur les achats responsables, etc., etc. Vous allez pouvoir retrouver l'ensemble de ces formations sur notre site internet. Et on est aujourd'hui Datadocké, ce qui implique que vous pouvez faire prendre en charge ces formations par votre OPCO, si vous en avez un, évidemment. Donc l'étape 3, progresser par étapes, on l'a déjà vu, je ne reviens pas dessus, donc c'est 3 labels et puis le parcours 1, 2, 3 pour progresser par étapes, en douceur, plus en douceur vers le label Lucie, et puis s'engager pleinement, donc le label Lucie 26000, sur lequel l'agence Lucie a créé donc des déclinaisons sectorielles. On a aujourd'hui des référentiels qui s'adressent spécifiquement aux organismes de formation, par exemple, pour y intégrer la certification qualité Calliope qui est demandée en ce moment, par exemple. On va avoir un référentiel sectoriel pour les banques, un référentiel sectoriel pour les collectivités, etc., etc. L'idée étant, dans tous les cas, de pouvoir amener une flexibilité au référentiel Lucie pour l'adapter au secteur d'activité de votre organisation. On a également lancé, donc, pendant le confinement, on a eu le temps de finaliser des offres qu'on était en cours de construction, qui étaient en cours de construction. Donc, on propose aujourd'hui aux organisations qui sont labellisées sur l'un ou l'autre de nos labels, ou pas d'ailleurs, de pouvoir le faire aussi en parallèle, d'intégrer un travail sur la mission, donc pour être société à mission, ou pour être organisation à raison d'être, entreprise à raison d'être. L'idée étant que l'agence Lucie peut accompagner pour le moment les organisations dans la rédaction de leur mission, l'intégration au statut, etc. Pour le moment, pour devenir entreprise à mission, on doit avoir des OTI, donc des organismes tiers indépendants qui n'ont pas été définis pour le moment par la loi Pacte. Donc, il n'existe aujourd'hui pas encore d'entreprise à mission en tant que telle. L'idée étant que quand les statuts d'OTI seront annoncés par la loi Pacte, l'agence Lucie pourra également devenir OTI, donc vous accompagner ou vous aider ou venir en tant que tiers indépendant pour s'assurer que votre mission est pertinente. Voilà, donc vous avez un peu le panel des différentes solutions qu'on porte à l'agence Lucie. Et ensuite, donc, les avantages de la communauté. Donc, l'ensemble de ces démarches à partir du niveau 3, donc à partir du moment où vous vous engagez soit dans une démarche de progrès, soit dans l'un de nos labels, vous rentrez dans la communauté Lucie, donc le petit logo dont je vous parlais en haut à droite. L'idée, c'est de pouvoir évidemment proposer des avantages aux membres, en plus d'être dans des démarches de progrès. Donc, différents avantages, des avantages entre membres. Donc, on va avoir par exemple des membres qui délivrent des formations qui vont pouvoir proposer des tarifs préférentiels aux membres de la communauté. Comme on a des banques, des choses comme ça, ça peut être assez intéressant, notamment d'avoir des échanges, et des avantages entre membres de la communauté, des prêts de salle, etc. Vous avez ensuite des outils RSE qui vous sont proposés. Donc, je ne reviens pas dessus, je vous les ai présentés. Donc, Lucifer, la base de bonnes pratiques, et Lucie AD2R pour calculer le retour sur investissement de votre démarche RSE. La plateforme Lucie Online, la plateforme LOL, comme on l'appelle ici, c'est la plateforme donc, sur laquelle vous faites votre auto-évaluation.
qui est disponible sur les labels Lucie 26000, le parcours 1, 2, 3 et en fait tous les labels. L'idée étant de pouvoir structurer votre démarche, et vous avez un bouton qui s'appelle le exporter qui vous permet en un clic d'avoir un rapport RSE structuré selon une norme internationale qu'est l'ISO 26000 pour pouvoir communiquer en interne, mais également en externe auprès de vos parties prenantes, répondre à des appels d'offres, etc. et vous différencier grâce à ce rapport RSE. Vous avez ensuite donc de la communication mutualisée. Évidemment, donc quand vous rentrez dans la communauté, vous avez le logo avec le sourire, et puis après, le logo, soit le logo Lucie, puisque vous allez vers le label Lucie, soit le logo du label correspondant. Donc, vous pouvez communiquer évidemment sur le fait que vous appartenez à la communauté et que vous êtes engagé dans cette démarche. Et puis nous, l'idée derrière l'agence Lucie, c'est aussi de pouvoir répondre à vos questions, de pouvoir vous valoriser sur nos réseaux sociaux, par exemple. Donc en ce moment, alors la semaine européenne du développement durable est un peu allongée cette année à 3 semaines de développement durable. Et on a, nous, décidé cette année de mettre en avant des bonnes pratiques de la communauté. Donc je vous invite à aller voir sur nos réseaux sociaux les bonnes pratiques qui sont mises en place par nos membres. On a également une page sur notre site internet pour valoriser l'ensemble des membres qui sont engagés, des vidéos qu'on fait, des témoignages, etc., des articles de blog. Et enfin, dernier, mais un des plus importants à mes yeux, la vie de la communauté. L'idée derrière ça, c'est de pouvoir accompagner les organisations à se rencontrer, échanger des bonnes pratiques, en plus de la plateforme, échanger des bonnes pratiques de vive voix, pouvoir connaître les acteurs qui sont engagés sur leur territoire. Donc, c'est ce qu'on appelle les cercles. L'idée, c'est de choisir une thématique et puis d'avoir l'ensemble des membres qui échangent sur les pratiques qu'ils ont mis en place sur cette thématique-là. Des événements Lucie, donc on a par exemple le 5 novembre, et je vous invite à participer, je pense que ce sera très intéressant, la convention Lucie. L'idée de cette journée, c'est de pouvoir avoir des intervenants externes qui viennent expliquer un peu leur définition de la RSO, les enjeux aujourd'hui sur notre société, et puis d'avoir par la suite des ateliers de travail pour bien comprendre quels sont les enjeux et les objectifs qu'on souhaite atteindre. Des groupes sur les réseaux sociaux pour échanger, poser vos questions entre membres, des événements RSE, par exemple le salon Pro Durable qui avait lieu en septembre, l'idée étant de pouvoir avoir un village Lucie dans lequel des membres ont leur stand et peuvent être identifiés comme labellisés Lucie, etc., etc. Donc c'est vraiment l'idée de se dire que la RSE, c'est pas quelque chose qu'on mène tout seul de son côté, mais le jour où on bloque, où on n'a pas forcément la réponse sur l'une des thématiques ou l'une des actions qu'on veut mettre en place, eh bien on a un membre de la communauté qui soit est sur le même secteur d'activité, soit fait la même taille, soit est dans la même région, pas loin, qu'on a déjà rencontré en cercle, etc., et auquel on va pouvoir poser des questions et avancer ensemble pour avoir une meilleure démarche RSE et pouvoir avoir des réponses à ces questions. Voilà, et je finis avec ce petit positionnement des solutions de l'agence. Alors, évidemment, c'est nous qui avons choisi l'ABSIS et leurs données, mais c'est parce que c'est des critères qui nous semblent les plus importants dans un label RSE ou dans une démarche RSE. L'idée, donc, c'est d'avoir une prise d'engagement de progrès et un niveau de contrôle. Alors, évidemment, on est en haut à droite. L'idée, c'est de se dire, quand vous faites un autodiagnostic ou le diagnostic 26000 dont je vous parlais sur notre site internet, vous êtes dans de l'autodéclaratif et vous ne vous engagez pas forcément à progresser. L'idée, c'est vraiment de se dire où est-ce que j'en suis aujourd'hui par rapport à ce que j'ai l'impression qui est mis en place dans mon organisation. Donc là, on va être vraiment sur des niveaux qui sont assez faibles, aussi bien sur la partie engagement que sur le contrôle. Vous allez avoir ensuite, par exemple, les chartes. Les chartes, vous allez vous engager publiquement à progresser sur une thématique, par exemple sur la diversité, avec la charte de la diversité, mais personne ne va venir voir derrière en interne si vous mettez vraiment en place les actions sur lesquelles vous vous êtes engagé à progresser. Et puis, on a évidemment au à droite le label Lucie, l'idée étant de prendre des engagements de progrès et d'avoir derrière un évaluateur qui vient s'assurer que vous les mettez en place pour vous aussi booster votre démarche et avoir la volonté de le mettre en place et de le faire. Voilà, le label Toumaï étant un peu plus à gauche et plus bas, l'idée c'est qu'on a vraiment la volonté dans tous les cas de venir sur site, donc il y a quand même un niveau de contrôle qui est important, qui est moins important que le label Lucie 26000 évidemment, mais l'idée c'est de ne pas faire un audit documentaire,
C'est vraiment de venir sur le site, de s'assurer que les documents existent et de pouvoir un peu comprendre ce qui se passe vraiment sur le site de l'organisation. Les engagements ne sont pas obligatoires pour cette démarche. Voilà, je vais m'arrêter là et je vais laisser donc la parole à Jean-Pierre pour nous faire un témoignage sur la partie, sur la démarche de labellisation de Bernadet. Et puis, comme je vous disais, on pourra reprendre à la fin de cette présentation vos questions, s'il en reste, pour y répondre de vive voix. Voilà, et donc Jean-Pierre, je te laisse la parole. Voilà, là vous m'entendez, c'est quand même mieux quand on allume le micro. Pauline, concernant la présentation, vous la faites défiler, je la fais défiler ou je fais comme ça? Alors, je vais le faire, je D'accord. vais me faire un petit signe quand il faut changer de slide. C'est comme Ouais, ça? d'accord, on va faire comme ça. Donc, bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue sur cette causerie. Donc, je vais vous faire une petite présentation rapide de la société pour savoir qui on est et d'où on vient. Et puis après, je vous parlerai de notre engagement RSE. Donc, l'entreprise, en quelques chiffres, c'est une PME qui a été créée par mon père en 1951. Donc, on est la deuxième génération. Une PME on est à peu près une petite centaine de personnes aujourd'hui. Mais il y a 10 ans, on était beaucoup moins. On était vraiment un petit atelier artisanal. On travaille avec à peu près 1200 clients et on fait environ 30 millions de flacons qui passent chez nous par an. Et donc, on fait de la décoration de flacons en verre. Voilà. Donc, vous pouvez passer le slide. Voilà. Donc, on a alors, on parle beaucoup d'entreprises à mission, on parle de mission, de vision. Nous, on s'est déjà posé la question il y a un certain temps. On a fait ça avec les collaborateurs pour savoir ce qu'on avait vraiment envie de faire dans notre société et ce qu'on voulait devenir. Et donc, on essaye de se positionner. On appelle ça la référence du décor verrier. C'est ce qu'on veut faire chez nous, mais on a rapidement été obligé quand même de le définir de façon un peu plus précise parce qu'on nous disait, oui, être la référence, en gros, vous voulez être les plus gros, les plus forts et ceux qui gagnent le plus d'argent. Donc, on l'a redéfini. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on appelle être la référence, c'est qu'on veut susciter l'envie pour toutes nos parties prenantes, donc que ce soit les clients, les collaborateurs, les fournisseurs, tous les gens avec lesquels on travaille, leur donner envie de faire partie de l'aventure. On dit souvent que l'herbe est plus verte ailleurs. Nous, on s'est dit, si l'herbe est plus verte ailleurs, on va aller travailler ailleurs. Donc, on va prendre le contre-pied de ça et on va essayer de rendre l'herbe plus verte ici, donc rendre l'herbe plus verte chez nous. Comme ça, on n'aura plus envie d'aller travailler ailleurs. Ça fidélisera tout le monde. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Ça, c'est pour notre positionnement. Derrière ça, on a des valeurs qui sont assez importantes, qui nous portent, qui là aussi ont été mises en place. C'est un travail qui a été fait avec l'ensemble des collaborateurs. On a 3 valeurs qui s'enchaînent et qui sont tout à fait liées, qu'on a tourné dans tous les sens au fil des années. Au début, c'était le professionnalisme en premier, puis après, c'était le bien-être, puis on s'est aperçu qu'en fait, c'était l'engagement. Donc, on a ces 3 valeurs qui sont présentes et qui nous portent. Donc, l'engagement en premier, c'est-à-dire qu'on essaye vraiment de tout mettre en œuvre pour réussir nos projets, pour atteindre nos objectifs et réaliser notre ambition. Pour arriver justement à réaliser nos ambitions, on a une deuxième valeur très importante qui est le professionnalisme, c'est-à-dire qu'on l'a défini comme étant la capacité, se donner la capacité à assurer nos engagements envers les parties prenantes de l'entreprise. Et enfin, le bien-être, ou ce qu'on appelle la qualité de vie au travail. Donc, c'est veiller à la qualité de vie pour soi-même, mais aussi pour tous les autres. L'enchaînement des valeurs est assez intéressant. C'est un travail qu'on a fait à partir du moment où on est rentré dans notre démarche RSE. On s'est aperçu que, comme tous ceux avec lesquels on discutait, on mettait la qualité de vie au travail au premier plan en se disant il faut que ça se passe bien dans nos entreprises et le reste suivra.
Et puis, on s'est quand même aperçu au final qu'il y a un équilibre à trouver dans tout ça et que, en fait, le bien-être au travail, c'est quand même la récompense de tout un travail et que ça ne peut pas fonctionner non plus tout seul. Il y a un équilibre à trouver avec d'autres choses, avec le professionnalisme et avec l'engagement qu'on peut avoir. Donc ça, c'est pour nos valeurs. Alors ensuite, je crois que c'était la présentation sur nos marchés. Voilà. Donc ce que nous faisons, c'est de l'impression sur bouteille et sur verre. Donc on a tout un tas de, je vais passer très vite là-dessus parce que je ne sais pas ce qui est le plus intéressant. Mais donc vous avez l'habitude de voir des flacons en verre avec une étiquette pour beaucoup de marchés, sur beaucoup de produits. On va au-delà de l'étiquette et on va directement imprimer sur le flacon, donc avec diverses techniques, de la sérigraphie, de la tampographie. On va faire après du collage sur verre ou des décors, voilà, des décors manuels. Donc on a encore des métiers, on va dire, d'artisanat où la bouteille est décorée à la main au pinceau par souvent des femmes qui sont de vrais artistes dans l'âme et qui décorent les flacons. Donc du décor à la main. Après, on fait du sleeve décoratif, c'est-à-dire du manchon qu'on vient rétracter autour des flacons. Et puis, on fait ce qu'on appelle de la pose d'accessoires, c'est-à-dire qu'on fait du pressage de cachet de cire, on vient coller sur le verre des médaillons, des appendices en verre ou ce qu'on appelle des frettes, comme là sur le flacon que vous voyez à gauche, qui est une bague qu'on vient mettre par-dessus le flacon, de façon à sublimer un peu les produits de nos clients. Tous ces métiers sont assez particuliers, on est très peu d'opérateurs en France. Et enfin, on fait de la bouteille factice, c'est-à-dire en gros de la fausse bouteille. Ce seront des petits marchés pour les salons pour éviter d'avoir des produits qui coûtent relativement cher, qui en fait soient complètement gaspillés, parce que une bouteille de vin, quand elle a passé 3 mois sur des présentoirs dans des salons, très sincèrement, le produit, il n'a plus tout à fait le même goût quand il a passé tous ces mois sous des projecteurs. Donc, on fait de la fausse bouteille avec du faux produit dedans. On a aussi un atelier de contrôle qualité verrière, c'est-à-dire c'est de la recherche de défauts et de remise en conformité, parce qu'on travaille avec beaucoup de marques assez haut de gamme et assez premium, et donc il y a des impératifs de qualité qui sont très élevés. Donc on a une vingtaine de personnes qui ne fait que du contrôle qualité pour nos clients. Donc ça, c'est pour l'ensemble de nos prestations. On a un positionnement qui est un petit peu particulier par rapport à nos concurrents et confrères. On s'est spécialisé plutôt sur des produits haut de gamme, donc les segments qu'on appelle premium, luxe et prestige. On a décidé d'être capable de faire des petites et des moyennes séries et pas que de la grande série comme fait tout le monde dans cet univers-là. Donc, pour répondre notamment à des clients qui sont sur des lancements de projets, des petites sociétés qui veulent se monter, se développer, qui ont souvent beaucoup de mal à lancer les produits parce que bien sûr, ils commencent petits. Donc, nous, on s'est adapté pour être capable de faire ça. On s'est donné la capacité à travailler sur des articles dits complexes, c'est-à-dire, vous l'avez vu, il n'y a pas que des bouteilles rondes et décorées simplement. On aime bien les challenges, plus c'est compliqué et plus ça a tendance à exciter les collaborateurs. Et puis, on travaille beaucoup sur les délais pour qu'ils soient assez courts, tout en préservant, nous, de bonnes conditions de travail, mais on a trouvé pas mal de méthodes pour arriver à faire ça. Et enfin, on n'est pas que des fabricants, on aide nos clients sur le développement de projets. Donc, en fait, tout ça, ça vient d'une stratégie qu'on appelle une stratégie océan bleu, c'est-à-dire qu'on fait tout ce que nos confrères, alors, qui étaient avant des concurrents, mais qui n'en sont plus, tout ce qu'ils ne voulaient pas faire ou ne savaient pas faire et qui empêchait nos clients de se développer. Nous, on s'est dit, bah, tiens, on va aller sur ces segments-là. C'est bien, ça fait un peu moins de concurrence, on travaille de façon un petit peu plus sereine. Et puis, le gros avantage, c'est qu'on passe notre temps à résoudre les problèmes de nos clients. Et ça, très sincèrement, pour les équipes et pour chacun d'entre nous, c'est quand même plutôt valorisant et ça fait du bien quand on rend service aux clients et qu'on fait disparaître leurs problèmes.
Les marchés sur lesquels on intervient, on travaille beaucoup sur les marchés donc, des spiritueux, spiritueux haut de gamme, alors beaucoup sur du cognac parce qu'on est basé à Cognac, notre belle région de Cognac, mais ça va sur tous les spiritueux qu'on peut imaginer, les gins, les vodkas, les whisky, la cachaça, tout ce qu'on peut imaginer. On travaille bien sûr sur les marchés vins parce que bah, là aussi, on est un pays viticole depuis plusieurs millénaires maintenant. Et on a un troisième marché sur lequel on se développe petit à petit depuis quelques années, qui est le marché des cosmétiques et des parfumeries. Parce qu'en fait, c'est un marché qui est très proche, bizarrement, la parfumerie et les vins et spiritueux, on retrouve les mêmes personnes, on retrouve les mêmes valeurs, les mêmes façons de travailler. C'est extrêmement proche. Voilà pour la présentation rapide de notre entreprise. Maintenant, je vais vous parler de ce que nous, on a fait en RSE et de notre histoire. Donc, c'est une entreprise familiale. Moi, je suis entré dans l'entreprise il y a une vingtaine d'années et j'ai repris la direction de l'entreprise en 2008-2009. Donc, à une période que vous pouvez imaginer, c'était à peu près la même chose qu'aujourd'hui, mais 10 ans en arrière, c'est-à-dire une période de crise qui était très difficile et où nous, petite entreprise familiale, on avait énormément de mal à survivre dans un univers qui était principalement composé de grosses multinationales. Nos concurrents sur ces marchés-là, c'était les verriers, c'était des Saint-Gobain, des OI, donc des entreprises qui parlaient en milliards, alors que nous, on était une petite PME familiale de province. Donc la première chose, c'est on a essayé de sortir du bocal dans lequel il y avait les requins qui s'entretuaient, et donc d'adopter cette stratégie Océan Bleu en disant, OK, on n'est pas fait pour aller se battre contre toutes ces grosses boîtes parce qu'ils sont beaucoup plus forts que nous, ils ont beaucoup plus de moyens que nous, et donc on considère on est mort avant d'avoir commencé le combat. Donc on va refuser le combat et on va essayer de se démarquer en termes de stratégie. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc on s'est dit on va répondre à des problématiques de clients auxquelles les autres ne répondent pas. Donc ça a été la première chose. Suite à ce développement de cette stratégie Océan Bleu que j'ai faite alors, au sein du CJD, le Centre des jeunes dirigeants, auquel j'étais et auquel je suis toujours, on s'est mis à beaucoup parler de ce qu'on appelait la performance globale et j'ai beaucoup travaillé sur ce thème-là et on a défini nos parties prenantes. Très sincèrement, on ne parlait pas encore de RSE à ce moment-là. On s'est dit, OK, notre entreprise, c'est quoi? Et à la question notre entreprise, c'est quoi? On y a répondu en interne avec les collaborateurs en se disant, ben, bien sûr, ce sont des actionnaires. Il faut des actionnaires pour une entreprise parce qu'autrement, il n'y a pas d'entreprise, en tout cas d'entreprise privée. Mais ce n'est pas suffisant. Les salariés, ben, c'est une partie intégrante de l'entreprise. S'il n'y a pas de salariés, ben, on ne peut rien faire. Et puis, on a rajouté les fournisseurs qui sont indispensables, et puis aussi les clients. Donc, tout ça, ça fait la partie, on va dire, un pilier économique, mais qui est quand même assez éclaté et qui sort un petit peu des codes que l'on a généralement de l'entreprise, où on voit que l'entreprise, il y a le dirigeant et puis les gens avec lesquels il travaille. On a rajouté clients-fournisseurs. Et puis, on a travaillé sur la notion d'environnement, où on s'est dit, bah, finalement, notre environnement physique, il est hyper important et c'est une partie de l'entreprise. Et idem pour la société civile, qui était le sujet sur lequel c'était le plus difficile et où les gens avaient le plus de mal à intégrer que la société civile et la partie sociétale, finalement, ça fait partie de nos entreprises. J'ai eu beaucoup de mal avec… les avis étaient très partagés au sein de notre entreprise sur ce sujet-là. Mais quand même, il y a une personne qui a sorti une image et que moi j'ai repris depuis, qui est de dire si la société civile n'était pas importante, on irait se mettre au fin fond de la montagne ou au fin fond du désert, les terrains coûteraient moins cher, on aurait beaucoup moins de contraintes et ce serait super pour nos boîtes.
puis on s'aperçoit vite que c'est quand même bien d'avoir des routes, d'avoir des écoles et d'avoir tous les éléments territoriaux autour de nous, et que si on ne les a pas, eh ben, nos entreprises, elles ne sont plus du tout pareilles. Une fois qu'on a fait ce travail-là, on s'est mis à rechercher la performance globale, c'est-à-dire qu'on s'est dit, OK, c'est bien, il faut qu'on gagne de l'argent pour alors la partie actionnaire, parce que sans argent, eh ben, l'entreprise ne va pas survivre. Mais pas que. Il faut aussi qu'on ait des salariés qui soient, si possible, heureux de venir le matin et qui soient contents de la façon dont ils travaillent et de ce qu'ils vivent pendant leur période de travail. Mais il faut aussi qu'on ait des fournisseurs qui nous suivent et qui soient contents de travailler avec nous. Et donc, on a développé cette idée de performance dite globale. On s'est dit, on va essayer d'être performant dans tous les domaines. Et comme on sait qu'on n'a pas la prétention, ou en tout cas on essaye d'avoir un petit peu d'humilité, et on s'est dit on ne va pas non plus pouvoir tout faire en même temps. En tout cas, dès qu'on va voir qu'on décroche quelque part sur un pilier, on va voir qu'on commence à être moins bon, ou alors qu'on a beaucoup progressé sur un autre domaine, on va essayer de rééquilibrer en se disant, OK, là on a fait des progrès, là on en a moins fait, essayons de nous concentrer là où on est un petit peu en retard, de façon à avoir toujours cette notion d'équilibre qui est très importante pour moi entre les différentes parties prenantes de l'entreprise. Ça a duré donc 3 ans à peu près, où on a travaillé cette notion de performance globale et où très sincèrement, je me sentais, alors pas seul, parce que par le biais du CJD, il y avait d'autres entrepreneurs qui étaient un peu dans le même genre de démarche, mais où honnêtement, on se trouvait un petit peu seul. Et on a découvert en 2015 la RSE et le label Lucie. Et quand je suis tombé là-dessus et que j'ai lu les référentiels, la documentation et que j'ai vu ce que c'était, je me suis dit, mais en fait, on est en train de faire on est en train de faire une politique RSE, sauf qu'en fait, on n'a pas mis de nom là-dessus et on ne l'a pas structuré. Et donc, très rapidement, la décision s'est prise vraiment en quelques semaines. On s'est dit, mais en fait, on a du mal à structurer notre démarche. On a du mal à mettre tout ce qu'il faut derrière pour pouvoir la suivre de manière toujours performante. Et il y a des outils qui existent, il y a un référentiel qui existe, il y a l'ISO 26000, et il y a le label Lucie. Donc, c'est devenu une évidence qu'il fallait qu'on rentre pour nous dans cette démarche-là. Et donc, nous sommes labellisés depuis 2016. Je crois qu'on a fait toute la démarche. Vous parliez de 2 ans tout à l'heure, Pauline, pour aller jusqu'au label. Alors nous, bon, c'était en 2015-2016, ça fait déjà une éternité à l'échelle de la RSE, parce qu'on voit que la communauté, elle a grandi très vite ces dernières années. Mais je crois avoir fait la première formation en septembre-octobre, on a été labellisé en juin. Donc on l'a fait sur moins d'1 an. Je pense qu'après, je ne conseille pas forcément à tout le monde de s'engager là-dedans et d'essayer de le faire comme nous à marche forcée. C'est quelque chose il faut que chaque entreprise le sente. Il se trouve que nous, on avait déjà fait pas mal il y a un certain nombre de choses qu'on avait fait avant, notamment tout le travail sur les parties prenantes, ce qui fait que c'était peut-être un petit peu plus facile de ce point de vue-là. Après, on a voulu aussi se faire mal. On s'est dit, il faut qu'on y aille. Et il faut qu'on se prouve peut-être aussi à nous-mêmes qu'on est capable de le mettre en place rapidement. Donc, on a délibérément fait le choix d'aller vite. Ce qui était une belle aventure, mais pas forcément facile. Donc, voilà pour l'histoire de la RSE. Donc, en fait, ça a été assez vite. Il faut être conscient qu'en 2012, la RSE, on en parlait vraiment très peu. 2016, quand on a été labellisé, souvent, je rencontre beaucoup de gens qui disent, ah oui, vous, ça fait longtemps. Bon, bah, ça fait longtemps, 4 ans, c'est pas grand-chose, mais ça a beaucoup évolué. Et même encore aujourd'hui, encore la semaine dernière, je m'aperçois qu'on parle beaucoup de RSE en ce moment, mais les gens ne savent pas ce que c'est. J'ai encore eu, lors d'un discours avec
des personnes importantes des politiques qui parlaient de RSE. À part le terme responsabilité, ce qu'il y avait à côté, c'était complètement à côté de la plaque. Donc, c'est quand même assez méconnu. Et les gens imaginent que c'est quelque chose où on essaie de se faire plaisir, etc. Non, c'est quelque chose qui est quand même extrêmement structurant. Et nous, le label Lucie, ça a vraiment servi à ça. C'était pour structurer notre démarche et lui donner du poids. Donc voilà pour notre histoire RSE. Alors ensuite, voilà. Donc on a très vite travaillé sur cette notion d'équilibre qu'on retrouve pas forcément souvent et dont on parle peu. Nous, par expérience, ça a été pour nous la chose la plus importante dans notre démarche, cette notion d'équilibre, qui est de dire on veut faire plein de choses. Tout le monde est de bonne volonté quand on parle de RSE, parce que c'est de la RSE et on voit bien que c'est un petit peu le vent en poupe. Et puis, c'est être responsable. On connaît quand même peu de gens qui se lèvent le matin en disant moi, ce que je veux, c'est être irresponsable. Donc, on emmène assez facilement les équipes dans l'aventure. Et il y a un risque que l'on a constaté qui est que tout le monde y va à la fleur au fusil, tout le monde a envie, on a tous envie d'y aller. Et puis, on peut avoir assez rapidement cette petite désillusion de se dire mince, on a vu trop grand. Ça a été un sujet lors d'un cercle avec d'autres entreprises labellisées de la région Nouvelle-Aquitaine. On s'est aperçu que tous, au bout d'un an et demi, 2 ans, on avait toujours le même problème. On a tous connu cette phase-là. On est parti, comme on dit, comme des fusées, avec beaucoup d'envie. Et puis, on s'est aperçu derrière que c'est aussi du travail, que ça prend de l'énergie et qu'il y a un moment où on n'arrive pas à faire tout ce dont on a rêvé et que du rêve, il faut qu'on redescende un petit peu à la réalité. Et la notion d'équilibre, on l'a vite mis en place en se disant, OK, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, on va essayer de ne pas trop s'éparpiller et d'essayer de systématiquement se remettre en phase avec le monde qui nous entoure et de ne pas oublier que c'est bien de faire un maximum de choses pour les salariés, mais n'oublions pas qu'on a des clients, il faut quand même s'en occuper. Et puis, c'est bien de faire plein de choses pour nos clients, mais attention, n'oublions pas l'éco-conception, etc., etc. Donc, nous, on parle encore beaucoup en interne de performance globale. Parce que on pense que c'est quelque chose qui a du sens de ne pas oublier qu'il y a les piliers économiques, le pilier social, environnemental et sociétal dans la RSE. Et il faut que tout ça, ça marche de concert. C'est comme ça qu'on arrive à avancer et c'est comme ça surtout que ça n'est plus du temps à consacrer, ce n'est plus de l'énergie à consacrer, c'est plus de l'argent à consacrer, mais c'est vraiment de l'investissement avec parfois des retours qui sont plus rapides que ce que l'on pense. Donc, les points forts, ou en tout cas ce sur quoi nous, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup travaillé sur la partie implication sociétale, on a beaucoup travaillé avec le territoire. On accueille, on a des programmes d'accueil pour les stagiaires, on travaille beaucoup dans les écoles, on est au conseil d'administration de lycées professionnels, on accepte d'aller donner des cours, des conférences dans les entreprises. On va travailler avec, par exemple, tous les organismes territoriaux, que ce soit communauté d'agglomération, préfecture, toutes les associations de réinsertion à l'emploi. Tout ça, on y est extrêmement présent. Je pense que ça vient de la sensibilité que l'on peut avoir, mais pas que, ça a un vrai intérêt pour l'entreprise. Pour notre entreprise, le fait d'être présent sur le territoire, ça fait qu'aujourd'hui, on arrive, par exemple, on arrive à accueillir des talents et à recruter des personnes. On n'aurait pas pu les rencontrer si on n'avait pas cette implication-là.
Souvent, les gens dans les entreprises ne veulent pas trop prendre de stagiaires, par exemple, en disant ça demande du temps, si on veut le faire bien. C'est vrai que ça demande du temps. On s'aperçoit aujourd'hui que sur nos ateliers de production, on a à peu près la moitié des entre guillemets encadrants, c'est-à-dire techniciens qui font les réglages de machines, donc les personnes clés. Il y en a la moitié, en fait, ils ont commencé par un stage. Ce sont des stagiaires d'il y a quelques années avec lesquels ça s'est plutôt bien passé, à qui on a proposé un job d'été et puis qu'on a recruté à la fin. Donc, c'est le sociétal, c'est vraiment un moyen de capter des choses qui viennent de l'extérieur et qui peuvent vraiment nourrir notre entreprise. Et on avait besoin de ça parce qu'on était vraiment une PME dans un univers, comme je disais tout à l'heure, où on était entouré de multinationales. Donc, on s'est appuyé sur notre territoire pour pouvoir faire ça. On a eu la chance que ce soit reconnu et on a été décerné entreprise citoyenne avec une étoile de l'économie en 2018. Bon, on ne le fait pas pour ça, mais il faut reconnaître que ça fait plaisir et que ça fait surtout plaisir aux équipes en interne d'avoir ce genre de reconnaissance. De la même manière qu'on a beaucoup travaillé la partie sociétale, et comme je vous le disais, on est allé se nourrir à l'extérieur, on a dupliqué cet état d'esprit sur tout ce que l'on fait. La performance globale, on l'a du coup maintenant dupliqué sur notre travail d'innovation. Et donc, on fait ce qu'on appelle maintenant de l'innovation globale, c'est-à-dire que là aussi, on n'essaye pas de faire que de l'innovation sur nos produits, comme font beaucoup de gens, mais on s'est dit, si jamais on est dans une démarche RSE et si on recherche cet équilibre, ça veut dire que innovation et performance vont souvent ensemble. Donc, on s'est mis en place un programme qu'on appelle un programme d'innovation globale. Et donc, on cherche, les équipes travaillent bien sûr sur de l'innovation produit, mais aussi sur de l'innovation sociale, sur de l'innovation environnementale et sur de l'innovation sociétale. C'est facile à dire comme ça. Je peux vous garantir que quand on fait un petit groupe de travail et que on s'est dit, bon, ben voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ça n'a pas été simple. Il a fallu mettre en place des petits outils un peu particuliers parce qu'on les avait pas trouvés en externe euh, pour pouvoir effectivement ne pas oublier les divers piliers et essayer à chaque fois d'innover, de trouver des choses. C'est très simple, hein. Il suffit de partir du principe qu'on ne va pas faire de l'innovation de rupture et on ne va pas réinventer la roue, mais on va dire que innovation, par définition, c'est juste quelque chose de nouveau pour nous, pour nos équipes, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Donc on fait beaucoup d'innovation ouverte, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de groupes de travail qui se recoupent avec la partie sociétale, où on va inviter des gens qui ne sont pas que des salariés, de façon à travailler des sujets qui vont nous ouvrir d'autres horizons. Donc ça, c'est vraiment les deux points forts. Et ce que je peux rajouter, c'est que en termes on va dire, de retour sur investissement, pour parler de façon un peu plus économique, là, nous, on est en train de le mesurer parce qu'on s'aperçoit que toute cette implication qu'on a eue sur notre territoire et tous les efforts que l'on a fait pour essayer d'innover et d'être performant, que ce soit sur le plan économique, mais sur le plan social avec nos salariés et aussi sur tout notre écosystème, ça nous a donné une agilité et une résilience qui est certainement plus importante que ceux qui ne le font pas. Il se trouve que nous sommes dans une crise qui est quand même assez exceptionnelle. Nous, sur notre secteur, c'est un secteur qui est très internationalisé. On est sur une baisse de chiffre d'affaires depuis le début de l'année qui est, on va être entre moins 30 et moins 40%. Pour une PME comme la nôtre, je suis persuadé que si on n'avait pas eu cette démarche et si on n'avait pas eu cette modification de notre façon de penser et d'imaginer l'entreprise,
on n'aurait pas pu passer, on n'aurait pas pu passer la crise là que l'on a eue depuis le début d'année. Comme on est sur des marchés très internationaux, nous, on a eu la crise coronavirus dès le mois de décembre, dès qu'elle est apparue en Chine. Donc on l'a vu, on a réussi à être très rapide dans la recherche de solutions, ce qui veut dire que très rapidement sur le plan économique, on a réussi à ne pas être trop mauvais en termes de résultats, même si c'est dur. Mais on a eu des salariés qui ont été hyper réactifs, qui ont très vite compris les enjeux, auxquels on n'a pas été obligé d'expliquer au-delà de la situation. On n'a pas eu à leur dire maintenant, on a besoin de vous et il va falloir que vous soyez performants, il va falloir que vous aidiez l'entreprise à s'en sortir et à passer le cap. Ça a été très vite une évidence et les gens ont suivi. Et les gens ont fait ce qu'ils avaient à faire sans qu'on leur demande, ce qui nous a permis d'aller plus vite qu'une entreprise classique. Et ça a été pareil, comme on a pas mal travaillé sur l'environnement, la partie environnementale, donc les circuits courts, des approvisionnements, si possible, le plus local possible. Ça nous a aidé aussi à passer le cap. Et sur la partie sociétale, ben, c'est vrai qu'on a notre territoire autour qu'on connaît bien et où très rapidement les liens se sont faits et on a pu travailler là aussi l'agilité et la résilience, je pense beaucoup plus que si on n'avait pas mis en place ce genre de choses. Donc, je pense très sincèrement que si on n'avait pas eu cette démarche-là, alors je ne vais pas dire que l'entreprise serait morte aujourd'hui, mais on n'aurait pas pu passer le cap et on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui si on n'avait pas eu cette démarche-là. Donc, c'est une démarche qui a de vraies implications, je pense, sur la survie de nos entreprises, surtout dans un monde dans lequel les choses bougent beaucoup plus vite que ce que l'on peut imaginer et où ce qui était inimaginable il n'y a encore pas si longtemps, maintenant on sait qu'il faut imaginer tous les scénarios. Donc voilà ce que l'on a fait, nous, de notre côté, et ce que cette démarche RSE nous a apporté. Donc voilà, ça nous a apporté un cadre pour structurer notre action. C'est vrai que souvent, je le constate avec les autres entreprises, quand on parle de RSE ou de démarches responsables, on ne sait pas trop comment faire. Label Lucie, on a quand même quelque chose de très structuré derrière, qui a été pensé et réfléchi. Et c'est vrai que ça apporte un cadre, ça permet de mettre en place ça dans nos entreprises de façon assez simple, surtout pour une PME. Ça nous a amené aussi, on a des gens comme nous pour discuter. Alors comme nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, là, il y a ce genre d'événements, il y a les cercles, plus tout un tas de choses dans le cadre de la labellisation, où on rencontre des interlocuteurs qui ont ce même état d'esprit et qui ont les mêmes préoccupations. Donc ça permet beaucoup d'échanges. Le label Lucie, c'est aussi une démarche, je mets, qui est la musique de fond de nos actions, c'est-à-dire que quand on rentre dans la démarche comme ça, qui est structurée, on l'a toujours en fond parce qu'on est obligé de le piloter, donc on en parle régulièrement et ça permet de ne pas tomber dans le travers qu'on a beaucoup dans les PME, je le constate, c'est-à-dire qu'on met en place des choses et puis il y a un moment où le quotidien nous rattrape et on les laisse un petit peu de côté parce que oui, mais il faut répondre aux clients, donc on n'a pas le temps. Et ben, le fait de rentrer dans cette démarche structurée du label Lucie, ça nous permet quand même de l'avoir toujours derrière nous et d'avoir un petit rappel à l'ordre. Ce qui nous fait voilà, ce que j'appelle une autopression bienveillante. On sait il y a un cycle. On sait qu'au bout de 18 mois, une fois qu'on est labellisé, on sait qu'au bout de 18 mois, on va avoir un audit de suivi et puis que dans 3 ans, on aura un nouveau cycle qui va commencer et que on se dit oui, mais bon, c'est un audit, il faut qu'on soit prêt, on a pris des engagements, quelqu'un va venir vérifier, donc il va falloir quand même, on ne peut pas se permettre vis-à-vis des gens extérieurs de ne pas tenir nos engagements, donc on se met une pression
Mais c'est pas une mauvaise, ça n'est pas une mauvaise pression. C'est pas une pression qui met du stress. C'est une pression qui nous oblige à avancer. C'est-à-dire que la démarche, c'est engagé et responsable. C'est ce qu'il y a qui est écrit là autour du Lucie 26000. Bah, ça nous le rappelle tous les jours qu'on s'est engagé et il faut qu'on soit responsable. Donc, c'est plutôt quelque chose de positif comme pression. Et puis, on en parle là depuis quelques temps. On a vu on était finalement assez contents, nous, dans l'entreprise, d'avoir cette image RSE parce qu'en 2015, 2016, 2017, il y a encore quelques années, c'était une image un peu décalée. Ah, tiens, vous êtes engagé dans une démarche RSE structurée, tiens, c'est original. Donc, on en jouait un petit peu. C'était bien pour les commerciaux quand ils faisaient la présentation pour montrer que bah, ça permet d'attirer un peu l'attention. Euh, mais souvent, c'était un peu vu comme, bon, bah, d'accord, c'est bien, voilà, une entreprise essaye de faire les choses bien, c'est qu'ils ils doivent avoir du temps à y passer ou ils ont les moyens pour pouvoir se permettre ce genre de choses, comme si c'était parce que on est une entreprise qui tourne bien et qui a de l'argent, du coup, on peut se permettre d'être RSE, ce qui n'est pas vrai, je pense que c'est plutôt l'inverse. Euh, et ça, on est en train de le vivre là depuis, on va dire, un an, où tout le monde se dit, mais en fait, on reparle de circuit court, on reparle de responsabilité, on parle de santé, de bien-être au travail, on parle de toutes ces choses-là. Et le discours est en train de basculer, où ceux qui n'étaient pas tout à fait comme les autres hier, et si en fait c'était pas des entreprises qui ont une longueur d'avance par rapport aux autres et qui ont compris, qui ont vu que l'avenir il était dans cette démarche-là. Et aujourd'hui, on commence à être perçu, nous, comme ça. On commence à sentir ce discours-là. Ça devient un vrai atout pour notre entreprise et pour nous. Et on le doit, je pense, au fait d'avoir été engagé dans cette démarche structurante qui est la labellisation avec le label Lucie. Donc voilà, ce sont les raisons pour lesquelles on aime le label Lucie. On l'a mis avec le petit cœur. D'ailleurs, on a toujours pas le petit badge à accrocher, mais on ne désespère pas. Voilà, tout ça, c'est toutes les raisons qui font qu'aujourd'hui, on est très content d'être dans cette démarche-là. C'est que du positif à tout point de vue. Et je ne peux que encourager tout le monde à se lancer là-dedans et à échanger avec d'autres entreprises parce que chaque entreprise a ses spécificités et la démarche RSE permet effectivement d'appuyer là où ça fait du bien en fonction de chaque entreprise. Donc nous, on a beaucoup travaillé le sociétal parce que c'était quelque chose qui pouvait nous apporter beaucoup. Mais on rencontre des entreprises qui ont besoin d'appuyer ailleurs, plus sur la partie sociale parce qu'ils ont des difficultés. Et la démarche permet cette souplesse et c'est ça qui est vraiment intéressant. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Pierre, pour ce témoignage et ce petit cœur à la fin. Alors, le badge, je ne sais pas, mais en tout cas, on fait les masques pour l'instant. Ah oui. On s'adapte au contexte. Voilà. Bon, bah, merci beaucoup en tout cas pour cet échange et ce témoignage très intéressant. Ce que je vous propose maintenant, c'est de pouvoir prendre vos questions. Alors, pour information, vous avez là nos coordonnées. Donc, Héloïse qui est là ce matin et moi, et puis Michael qui on gère chacun nos régions. Donc, on prendra vos questions par la suite si vous en avez avec grand plaisir. Mais je vous propose de déjà répondre à celle de ce matin. Donc, Héloïse, est-ce qu'on a des questions ? Ah oui, il y a eu pas mal de questions sur la formation. J'ai essayé de répondre au fur et à mesure sur le chat. Donc la formation, pour reprendre un petit peu, du coup, c'est bien 2 journées. Donc c'est 2 journées qui sont réalisées par soit un formateur, consultant, ambassadeur, soit par quelqu'un de l'agence Lucie, donc par un salarié de l'agence Lucie.
Donc, comme expliquait Pauline, c'est une formation qui est avant tout sur la norme ISO 26000, donc il y a un certain apport théorique, mais aussi un cas pratique sur comment faire son auto-évaluation, comment bien cartographier toutes ces parties prenantes pour vous former à toute la méthodologie Lucie à travers un cas très concret. On fait en sorte de faire travailler par groupe pour réfléchir de manière collective. Et pour répondre aussi à certaines questions, pour l'instant, elle est en ligne. Donc jusqu'à fin décembre, en tout cas au moins, elle sera en ligne. Mais voilà, à travers Zoom, on arrive quand même à faire des petits groupes. Donc ça marche bien et ça reste assez interactif. Et au niveau des tarifs, elle est donc à 990 € hors taxe pour les 2 jours et par personne. Et elle est référencée Datadocké, donc elle peut être prise en charge par un OPCO si vous en avez un. Voilà. Alors, juste pour compléter sur la partie à distance, je sais qu'il y a pas mal d'organisations qui trouvent ça dommage, nous les premiers, de faire une réflexion et des cas pratiques à distance. On est en train de réfléchir à faire 1 ou 2 sessions qui pourraient être faites dans nos locaux, l'idée étant que le contexte est quand même pas hyper favorable à des formations en présentiel. Donc voilà, on y réfléchit, mais a priori, ce sera à distance, effectivement. Voilà. Après, par rapport aux participants, nous, on conseille qu'il y ait au moins 2 personnes de la structure qui participent à la formation. Parce qu'après, ça sera ensuite un petit peu les porte-parole et les meneurs de la démarche Lucie en interne. Donc, c'est bien qu'il y ait au moins 2 personnes. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Et voilà, donc le mieux, c'est que ce soit un des dirigeants, un responsable RSE ou voilà, quelqu'un qui est de nature particulièrement impliquée sur ces sujets-là, pour qu'ensuite ils soient les meilleurs porte-parole possibles en interne. Et ces formations peuvent être aussi réalisées en intra, donc ça on le fait toujours malgré les restrictions sanitaires. En intra, elle est au prix de 4 000 € hors taxe pour un groupe d'une dizaine de personnes. Du coup, à partir du moment où 4 personnes souhaitent participer à la formation, c'est plus intéressant de la faire en intra, ce qui va permettre aux formateurs d'individualiser et de personnaliser un peu mieux la formation par rapport à vos enjeux, même si le cas pratique ensuite reste le même. Voilà. Ensuite, vous êtes très nombreux à avoir demandé l'infographie comparative entre le label RSE de l'AFNOR, donc RSE engagé de l'AFNOR, et on a aussi fait une infographie comparative par rapport au label Bicorp, qui est le label américain. On vous l'enverra à tous dans le mail récap à la suite de la causerie, donc vous inquiétez pas. On a vos mails, normalement, les mails avec lesquels vous vous êtes inscrits. Voilà. Ensuite, une question par rapport aux consultants partenaires et aux consultants ambassadeurs. Est-ce que Pauline, tu peux répondre à cette question? Oui, dis-moi. Par rapport à la différence de statut. Peut-être je peux récapituler un petit peu comment devenir consultant partenaire. Donc, vous êtes d'abord consultant référencé Lucie à partir du moment où vous avez donc suivi la formation Lucie et où votre dossier est retenu. Pour que votre dossier soit retenu, donc il faut que vous nous envoyez votre CV et que vous répondiez à un questionnaire. Dans ce questionnaire-là, on va vous demander au moins 3 expériences significatives dans la RSE, dans le développement durable au sens large, que vous soyez un expert de la formation, du conseil ou de l'accompagnement, et que vous consacrez au moins 50% de votre activité au développement durable ou à la RSE. Donc ça va être les prérequis, donc en plus de la formation. Et ensuite, vous serez donc consultant référencé Lucie, donc vous serez sur notre carte de consultant ambassadeur, de consultant référencé, pardon, qui pour l'instant on en compte 90 sur tout le territoire français. Et on mentionnera un petit peu vos expertises, si vous avez des expertises plutôt dans les ressources humaines, plutôt dans les achats, plutôt dans la logistique par exemple, vous pourrez mentionner toutes vos expertises par rapport à notre référentiel. Voilà. Et ensuite, peut-être, Pauline, une précision sur les statuts des consultants. Oui. Alors, en fait, on a 3 statuts pour les consultants. Donc, vous rentrez par le premier statut qui est consultant référencé. Et en fait, l'idée, c'est que tous les ans, au mois de janvier, à peu près au mois de janvier ou peut-être début février, on réévalue les statuts des consultants. L'idée, c'est que vous avez
sorte de grille de notation en fonction de votre implication dans l'année, de votre participation aux différentes réunions consultants, puisqu'on fait aussi des réunions pour pouvoir discuter de comment ça marche sur le terrain, etc., vous donner des actualités. Donc, c'est votre participation, est-ce que vous avez accompagné des organisations cette année, ou en tout cas essayé, etc. Et si oui, vous allez passer au statut supérieur. Donc, en fait, on a les consultants référencés, consultants partenaires, puis consultants ambassadeurs. L'idée, c'est aussi d'avoir des années d'expertise avec Lucie. Donc, les consultants ambassadeurs sont là depuis au moins 2 ans avec l'agence Lucie, ont déjà accompagné des organisations. Et donc, il y a des avantages en fonction aussi des différents statuts. L'idée, c'est qu'évidemment, nous, côté Lucie, quand une organisation nous demande quel consultant choisir, et on lui explique les statuts. Donc, les consultants ambassadeurs sont souvent plus sollicités pour accompagner les organisations. L'idée aussi, dans le fait qu'on vous demande votre expertise, c'est de pouvoir se dire, une organisation qui, par exemple, fait un parcours 1, 2, 3 et est dans la mode équitable, on a une consultante spécialisée qui travaille particulièrement dans la mode équitable, et on va pouvoir, même si elle est référencée, les orienter vers elle pour avoir un suivi et une compréhension des enjeux qui soient les plus optimales possible. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non. Après, peut-être revenir sur les anciennes questions. On nous demandait aussi, Mélissa demandait si lorsqu'une organisation est déjà certifiée ISO 14001 ou ISO 9001, comment faire plus et comment dissocier la RSE et la QSE, par exemple. Donc voilà, j'avais répondu un petit peu à l'oral, donc peut-être que Pauline, tu peux apporter quelque chose. Oui, alors en fait, je ne sais pas exactement ce que tu as répondu, mais je vais répondre ce que moi j'en pense. En fait, l'idée, c'est de se dire, l'ISO 26000, c'est un référentiel qui a été créé, qui n'est pas un référentiel certifiable, donc à la différence de 14001, 9001, etc., ce que vous citez. L'idée, c'est de pouvoir, derrière cette norme, reprendre l'ensemble des thématiques, donc travailler aussi bien sur la qualité que sur la partie environnementale, par exemple, et de reprendre l'ensemble de ces thématiques pour en faire un référentiel très large, qui n'est pas certifiable, sur lequel nous, on s'est appuyé à l'agence Lucie pour en faire le référentiel Lucie 26000. Donc, l'idée, c'est de pouvoir intégrer ces démarches qualité, ces démarches environnementales, etc., dans votre démarche de labellisation Lucie 26000. Donc, si vous avez déjà fait le travail, si vous êtes déjà certifié, évidemment, sur la partie auto-évaluation, vous allez aller beaucoup plus vite puisque vous savez déjà où vous en êtes aujourd'hui. Super. Merci. Et après, il y avait une petite question que j'avais laissée pour la fin aussi de Anen Kouba. Pour savoir, est-ce que le processus, est-ce que notre référentiel et nos indicateurs d'auto-évaluation vont être revus suite à la révision en cours de la norme ISO 26000? La 26001, la fameuse. Alors, en fait, effectivement, on révise notre référentiel le plus régulièrement possible. On l'a révisé déjà l'année dernière parce qu'évidemment, l'ISO 26000 2010, alors c'était hier et en même temps, ça commence à faire un petit moment étant donné que nos sociétés évoluent assez rapidement. Donc, l'idée, c'est de pouvoir, nous, inclure des enjeux qui soient les plus pertinents possibles par rapport aux enjeux actuels. L'idée, c'est qu'on est en train de faire une révision, on est en cours de réflexion pour une prochaine révision du référentiel qui effectivement prendra les nouvelles, les mises à jour de la norme ISO 26000, prendra également, l'idée en fait de cette montagne, c'est de se dire que les sujets qui sont transverses, qui sont au niveau 3, sont des sujets qui vont être en fait englobés dans l'Everest, dans le haut de la montagne. Donc en fait, on prévoit également d'y intégrer des critères sur la partie numérique responsable, sur la biodiversité, puisque je ne voulais pas citer ce matin, mais on lance demain, et n'hésitez pas à venir participer, notre label biodiversité, le label qu'on récupère, le label de Bureau Veritas qu'on récupère pour le porter pour Bureau Veritas. Donc, il y aura également des enjeux sur la biodiversité qui seront intégrés, et évidemment, les ODD. Pour information, sur les objectifs de développement durable, donc, on a fait tout un travail avec BL Évolution et la BPI France
pour faire un parallèle entre l'ISO 26000 et les ODD, bien comprendre quel principe d'action correspond à quel ODD et comment vous travaillez quand vous travaillez sur l'ISO 26000, comment vous répondez à certains objectifs de développement durable. Donc, c'est également quelque chose qui est en train d'y être intégré dans le référentiel pour pouvoir bien comprendre l'impact de chacune des organisations sur ces objectifs. Voilà. Ok. Bien sûr, par rapport au consultant référencé, donc il y a Alain Kouba qui nous demande toujours si on peut recevoir la charte de partenariat qui n'est plus disponible sur le site internet. Alors, l'idée, c'est que la charte de partenariat vous a envoyé, une fois qu'on a validé avec vous, que vous avez bien les prérequis. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on en parle de vive voix ensemble par la suite pour pouvoir valider avec vous les prérequis et puis vous expliquer un peu le contenu de cette charte. On va prendre contact avec vous, Alain Kouba. Parfait. Voilà. Top. Bon, dans tous les cas, je vous l'avais dit, ce webinaire était enregistré, donc je vais vous faire un mail par la suite avec le replay de ce webinaire, la présentation, évidemment, reprendre un peu les différentes réponses aux questions qu'on a pu apporter. N'hésitez pas, donc comme je vous le disais sur le slide juste d'avant, hop, vous avez nos coordonnées, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions qui vous viennent, si vous avez des questions ou envie d'engager le label Lucie, on ne sait jamais, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter l'un ou l'autre et on pourra répondre à vos questions et vous aider à engager cette démarche si besoin. Voilà, et bien sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt, je l'espère. Au revoir et merci Jean-Pierre encore. Au revoir, merci beaucoup, bonne journée.